Bonjour à tous, merci beaucoup à la STMRA et au comité d'organisation pour m'avoir associé à cette session pour faire une revisite de l'imagerie de la BPCO. Alors la BPCO est une maladie qui est divisée en 5 types selon l'origine étiologique, comme vous le voyez ici, comme ça a été fait dans le Lancet, mais qui ont toutes en commun un site préférentiel des lésions qui est les petites voies aériennes de moins de 2 mm, et on va adjoindre à ça le remodelage des parois bronchiques, le dyssanapsis, l'inflammation et le mucus, la ventilation hétérogène et puis la perte des alvéoles et l'emphysème. Alors, l'imagerie, où est-ce qu'elle va intervenir? Elle va intervenir, je pense, à toutes les étapes de prise en charge de la maladie. Et depuis le diagnostic, je pense, avec ce que nous avait dit Dr Ben Saad sur la pré-BPCO, sur la BPCO précoce, et puis dans le phénotypage, la quantification, l'évaluation de la sévérité, le retentissement et les complications, les comorbidités, le bilan pré-thérapeutique, la surveillance post-thérapeutique et le pronostic de la maladie. Bien sûr, l'intelligence artificielle intervient dans plusieurs de ces étapes. Vous ne la verrez pas apparaître particulièrement, mais je vous assure qu'elle est là un peu partout et vous allez comprendre où. Alors, dans la pratique courante, soit que l'on va utiliser notre R5 rénové, électrique, la radiographie thoracique de tous les jours, numérisée, soit que l'on va avoir besoin de notre Mistral Bugatti et ça va être le scanner. Et donc le scanner, c'est l'outil principal qu'on va utiliser au quotidien. Je ne peux pas m'empêcher quand même de parler de la radiographie thoracique, une petite plaque juste pour vous dire qu'elle a une très bonne sensibilité et spécificité quand la maladie est très avancée en montrant les signes de distension, les bulles, la déformation trachéale. Elle va détecter les complications et surtout elle va éliminer les autres causes de dyspnée, et avec l'avènement de l'IA, elle va permettre un diagnostic positif et une classification de la sévérité. Je passe sur les clichés radiographiques que vous connaissez tous de patients BPCO avec de l'emphysème, de la destruction du parenchyme, des bulles qui peuvent siéger un peu partout sur le parenchyme pulmonaire. La fluoroscopie, donc on va faire une étude dynamique du diaphragme, et soit en respiration calme, soit en respiration forcée, et cette fluoroscopie a montré que les patients qui ont une BPCO vont avoir une désadaptation à l'effort du diaphragme qui va devenir plus paresseux et qui n'arrive pas à suivre les mouvements respiratoires. Alors le scanner. Comment va-t-on faire le scanner? On va insister un petit peu sur tout ce qui est technique. C'est un scanner qui va être fait sans injection de produits de contraste, qui va servir à la caractérisation des lésions, au phénotypage. Il va évaluer les autres atteintes pulmonaires et extrapulmonaires. L'épaisseur de courbe doit être fine, la plus fine possible. Et quand on veut faire de la quantification, on va la faire sur le filtre mou, donc le filtre qui est destiné habituellement à l'étude médiastinale, mais qu'on va appliquer au parenchyme pulmonaire. Les reconstructions mini-P que vous connaissez tous vont permettre de voir la distribution de l'emphysème en particulier, et on fait de l'expiration quand on va rechercher de piégeage, de la trachéobronchomalacie, le collapsus expiratoire exagéré. L'angioscanner va être demandé en cas d'exacerbation pour éliminer une embolie pulmonaire. Peut-on faire le diagnostic de l'emphysème sur les scanners low-dose? Oui, on peut le faire, et les études qui sont issues à partir du dépistage du cancer bronchopulmonaire avec des scanners low-dose ont permis d'identifier de l'emphysème chez le un quart des patients, et à côté du scanner low-dose, on a fait adjoindre des algorithmes de deep learning pour améliorer la sensibilité. Le scanner ultra low-dose, les ULD, c'est des équivalents en termes de dose des radiographies thoraciques standards que l'on fait, peuvent permettre le diagnostic de l'emphysème, mais il faut vraiment avoir des techniques de réduction de bruit qui sont irréprochables. Le scanner, que permet-il? Il va permettre le phénotypage de la BPCO, donc l'emphysème, le remodelage bronchique et l'atteinte des petites voies aériennes. L'emphysème, les trois types classiques que vous connaissez, le centrolobulaire, le panlobulaire et le paraseptal. Pour le centrolobulaire, il a été classé par la Société Fleischner en 5 types: les traces,
l'emphysème minime, l'emphysème modéré, l'emphysème confluent, vous allez avoir plusieurs lobules contigus qui sont atteints, et puis l'emphysème destructif, où il y a une hyperinflation des lobules, une distorsion architecturale, et parfois il est difficile à distinguer de l'emphysème panlobulaire. L'emphysème panlobulaire, donc il va toucher les lobes inférieurs, qui se voient essentiellement avec le déficit en alpha-1 antitrypsine, et puis le paraseptal le long de la plèvre et le long des septa interlobulaires, comme on le voit ici, ainsi que le long des axes bronchovasculaires. Peut-on quantifier l'emphysème? Oui, et c'est actuellement un outil qui est recommandé. Et donc, comment on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle l'étude histogramme, et en appliquant aux différentes coupes ou bien à tout le volume pulmonaire un masque de densité inférieure à moins 950 unités Hounsfield, on va obtenir une courbe et on va demander à l'outil de calculer la proportion du parenchyme pulmonaire qui a une densité inférieure à moins 950 unités Hounsfield, et plus on a de l'emphysème, plus cette courbe est déplacée vers la gauche. Alors, il faut savoir que les exacerbations sont associées à une chute progressive de la densité du parenchyme pulmonaire. La chute de cette densité pulmonaire est fortement corrélée à la mesure du VEMS et du rapport de Tifno. Et comme on le voit sur cette figure, plus le parenchyme pulmonaire devient hypodense, plus on va aller vers des golds qui sont plus graves. Le deuxième phénotype que l'on va voir sur le scanner, c'est le remodelage bronchique avec l'épaississement des parois bronchiques qu'on peut évaluer visuellement de façon subjective. Quand on voit de l'épaississement pariétal bronchique, c'est corrélé à la présence de la BPCO. C'est un important facteur prédictif de la baisse du VEMS, de survenue d'exacerbation. Et puis, on a des outils, des logiciels de quantification qui donnent moins de variabilité, qui vont reposer sur l'intelligence artificielle et qui vont permettre de quantifier plusieurs éléments. D'abord, on va quantifier le nombre des branches. Donc, ça permet de dénombrer les branches de la 8e génération jusqu'à la fin. Bien sûr, ça, on ne le fera pas visuellement, ça va être fait avec de l'intelligence artificielle, et ça va permettre de détecter également le dysynapsis avec la diminution du calibre des voies aériennes par rapport au volume pulmonaire. Et concernant la paroi proprement dite, qu'est-ce qu'on peut quantifier? On peut quantifier la lumière interne, on peut quantifier la paroi, on peut faire des rapports entre paroi et lumière interne, et on peut mesurer ce PI10. Alors ce PI10, c'est un paramètre qui revient dans plusieurs études, et c'est un paramètre qui reflète l'épaississement de la paroi bronchique d'une branche qui a un périmètre de 10 mm. Alors toute augmentation de 1 mm du PI10 est équivalente à une baisse de 34 ml du VEMS. On peut également mesurer des ratios d'épaisseur de paroi entre la 5e et la 3e génération. Les sécrétions endobronchiques, ou ce qu'on appelle plug, ça revient beaucoup dans les études récentes, et nous avons ce que nous appelons le mucus plug score, et ça correspond au nombre de segments pulmonaires contenant des sécrétions, comme vous le voyez à ce niveau-là, qui vont obstruer totalement les branches qui ont un diamètre de 2 à 10 mm, et ça s'associe à l'infiltrat éosinophile, au neutrophile. Les plugs dénotent d'une corrélation avec la sévérité de la dyspnée, de l'hypoxie, le déclin de la fonction respiratoire, la mortalité. C'est corrélé à la survenue d'exacerbations avec des exacerbations non éosinophiliques, et le risque d'exacerbation et de déclin du VEMS sont plus importants si le score est supérieur ou égal à 3. L'atteinte des petites voies aériennes est détectée quand on fait une acquisition en expiration, en détectant le piégeage par augmentation des résistances des petites voies aériennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, comme on voit sur ce cliché, un scanner en inspiration profonde qui ne montre rien du tout. C'est une patiente qui arrive pour une dyspnée MMRC2, donc qui n'a pas d'autre explication
elle n'a ni cause générale, elle n'a pas de cause cardiaque, il n'y a pas de lésion dans le parenchyme pulmonaire dans l'étendue pourrait expliquer sa dyspnée. Et quand on fait l'expiration, voilà ce qu'on trouve. On a des aires de piégeage qui sont démasquées, qui sont dans tout le parenchyme pulmonaire. Et d'ailleurs, dans notre pratique courante, quand des patients pareils arrivent dans le scanner, donc pour exploration de dyspnée inexpliquée, on leur fait systématiquement une expiration. Alors, ce piégeage va précéder l'apparition de l'emphysème, comme on a parlé, Dr Bensard, et c'est un facteur de risque de survenue de KBP, et plus on a de piégeage, plus le GOLD sera avancé. Alors, sur la technologie scanner, il y a des avancées, il y a l'ultra HRCT et le micro-CT. Alors, le scanner classique nous permet d'aller jusqu'à 0,6-0,5 mm d'épaisseur de coupe. L'ultra HRCT, c'est encore dans le domaine de la recherche, nous permet d'aller jusqu'à 0,12-0,25 mm, et le micro-CT, on va aller jusqu'au micron, c'est encore au stade d'études en ex vivo, et donc ça va permettre de voir les voies aériennes jusqu'à la surface pleurale. Avec le micro-CT, on a démontré qu'il y a une diminution significative, voire même très importante des bronchioles terminales, et que l'obstruction et la destruction des bronchioles, comme on le voit à ce niveau-là, regardez ici, au-delà de ces bronchioles, on ne trouve plus de voies aériennes, et on a carrément ici sur ce cliché une destruction totale des voies aériennes, que ça va précéder l'apparition de l'emphysème que l'on voit sur le scanner, et c'est corrélé de façon positive au VEMS. Le scanner spectral et le scanner à comptage photonique, le spectral vous le connaissez peut-être sous le nom de double énergie. Alors ces deux moyens vont permettre de détecter les déficits perfusionnels qui vont précéder l'apparition de lésions emphysémateuses, et on peut faire la superposition de la cartographie fonctionnelle à la cartographie perfusionnelle du parenchyme pulmonaire. Que permet également le scanner? Il va permettre de détecter les comorbidités. Elles peuvent toucher les voies aériennes, comme elles peuvent toucher le cœur. Alors, les comorbidités qui touchent les voies aériennes sont de la déformation en lame de sabre de la trachée, qui est un signe sensible spécifique de la BPCO, le collapsus expiratoire excessif dont l'éthiopathogénie n'est pas encore très bien élucidée, peut-être c'est l'inflammation, la trachéobronchomalacie, les diverticules bronchiques, comme vous le voyez ici, par affaiblissement de la musculature des parois bronchiques, et les DDB qui vont constituer avec l'emphysème l'overlap syndrome. Alors, les comorbidités d'ordre interstitiel, notamment les ILA, les UUP, les PID liés au tabac, comme vous le voyez ici, une bronchiolite respiratoire qui s'associe à des petites lésions emphysémateuses. Et puis, vous avez toutes les autres PID comme la DIP, et ce cliché vous a été montré avant-hier. Et puis, on peut trouver de l'AEF comme ici. Donc, on a un emphysème au niveau des régions supérieures des poumons, et nous avons un élargissement des espaces aériques sous-pleuraux dans les lobes inférieurs correspondant à une AEF. Le KBP, on peut voir également du cancer qui se développe sur des lésions d'emphysème, comme on le voit sur ce cliché. On peut avoir de l'hypertension pulmonaire et du cœur pulmonaire chronique. Donc, vous voyez ici, c'est un patient qui a un emphysème qui est très étendu avec d'énormes bulles. Et quand on regarde sur son angioscanner qui a été fait pour suspicion d'embolie pulmonaire, il a une importante dilatation du tronc de l'artère pulmonaire, un épaississement de la paroi de l'infundibulum pulmonaire, un épaississement de la paroi du VD, et une dilatation des cavités cardiaques droites. On peut également détecter la coronaropathie, et la coronaropathie et la BPCO partagent le même facteur de risque qui est le tabac. Et qu'est-ce qu'on peut voir chez ces patients-là? On peut voir des calcifications. Alors, quand vous lisez nos comptes rendus, vous allez presque trouver chez tous les patients BPCO cette constatation de calcification des artères coronaires, et on est obligé de la mettre. Après, on peut discuter ce qu'on peut en faire, et il faut savoir qu'on peut même la quantifier, même sur un scanner qui n'est pas dédié pour faire de l'étude coronaire, parce qu'on appelle le score calcique coronaire, très en vogue actuellement pour l'étude de tout ce qui est inflammatoire dans le parenchyme pulmonaire. Dans les comorbidités également, il y a l'ostéoporose, donc on peut étudier la densité des corps vertébraux.
On a proposé un seuil de 160 unités Hounsfield au-dessous duquel on va retenir l'ostéoporose. Elle est corrélée au stade Gold et corrélée à la mortalité. Et la sarcopénie, bien sûr, un facteur qui va entretenir le cercle vicieux dans lequel va rentrer le patient BPCO. Et en fait, comment on va faire? On va calculer la surface des muscles sur des coupes de référence qui sont bien répertoriées et on va les rapporter à la surface corporelle. Et quand on sait au-dessous de 9,5 cm² par mètre carré, on parle d'ostéopénie. On parle de sarcopénie, pardon. Alors, l'ostéoporose et la sarcopénie ont été corrélées également au stade Gold, comme le montre la figure. Plus le stade Gold est avancé, plus la sarcopénie est intense et plus l'ostéoporose aussi est intense. Les complications de BPCO, les exacerbations, donc les surinfections de bulles, les pneumopathies, également l'embolie pulmonaire qui doit être éliminée, et puis il y a également le pneumothorax qui peut survenir à la rupture de bulles d'emphysème. Le scanner va participer également au bilan pré-thérapeutique de l'emphysème, soit avant chirurgie, avant la bullectomie, en faisant une cartographie des bulles, de leurs dimensions, en étudiant également le volume des lobes soi-disant qui vont rester, avant une chirurgie de réduction pulmonaire également pour voir quels sont les lobes les plus atteints, qui sont les mieux à choisir pour opérer, et surtout avant la mise en place de valves endobronchiques pour la réduction du volume pulmonaire. Alors l'analyse, elle peut être faite de façon visuelle, mais elle est surtout faite de façon automatique par l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle l'analyse quantitative, le QCT. Et en fait, on doit déterminer la quantité d'emphysème dans chaque lobe. Donc on va calculer le pourcentage d'emphysème dans chaque lobe pour choisir le lobe à traiter, le volume des lobes non cibles pour voir la capacité d'extension du parenchyme pulmonaire qui va rester après le collapsus qui va être engendré par l'occlusion d'une branche, l'intégrité des fissures, et ça c'est un élément qui est très important pour rechercher est-ce qu'il y a oui ou non une ventilation collatérale et pour voir si on est obligé d'aller faire une mesure Curtis et regardez ici, vous avez une interruption de la scissure, de la grande scissure, une interruption de la grande scissure, on les voit déjà à l'œil. Dans ce cas, on n'a pas vraiment besoin d'aller vers le QCT, mais quand c'est un petit peu limite, on doit aller faire cette étude quantitative et l'objectif, bien sûr, ne pas altérer le mismatch ventilation-perfusion après le collapsus parenchyme pulmonaire. Alors, le scanner, où est sa place? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que tous les patients tabagiques vont avoir un scanner? Est-ce que tous les patients symptomatiques vont avoir un scanner? Alors, dans cette étude du COPD-GN, on a proposé d'introduire le scanner dans la caractérisation et de classer les patients en différentes catégories en se basant sur l'exposition, les symptômes, les données de la spirométrie, les données de scanner. Quelles sont les données du scanner qui ont été rentrées? L'étendue de l'emphysème, donc du parenchyme qui a une densité inférieure à moins 950 unités Hounsfield, quand il est de plus de 5%, l'étendue du piégeage expiratoire quand il est supérieur ou égal à 15%, et ce fameux PI10 quand il est supérieur ou égal à 2,5 mm. Et là, on a classé les patients en cette catégorie qui ont été par la suite répartis en 4 catégories de la classification COPD-GN. Alors sur la commission du Lancet de 2022, ce qui a été reproché, c'est qu'actuellement le diagnostic de la maladie est fait à un stade où les lésions sont déjà irréversibles et donc il faut shifter ce diagnostic vers la gauche où il y a les anomalies structurales mais il n'y a pas encore les symptômes, où il n'y a pas encore les anomalies spirométriques et dans leur argumentaire il y avait le fait que le scanner était plus disponible que de la spirométrie dans certaines régions du monde et que le scanner apporte des informations morphologiques, structurales et quantitatives qui sont importantes. Et là, ils ont proposé un algorithme où le scanner il va prendre sa place avec la définition de la BPCO qui est basée sur l'emphysème, le piégeage et les anomalies des voies aériennes. Alors, quelques petits mots pour l'IRM. Alors, l'IRM, avec l'avènement des séquences, habituellement, quand on parle d'IRM, on dit non, ça génère des artefacts de susceptibilité magnétique au niveau du parenchyme pulmonaire. On ne va pas faire de l'IRM pour le poumon. Et actuellement, il y a le développement de séquences ultra short time, donc qui vont permettre
d'étudier le parenchyme pulmonaire, de mesurer le T1 intrinsèque. Les T1, les T2, le T2 étoile sont des paramètres intrinsèques du parenchyme. Et plus on a de l'emphysème, plus la courbe du T1 elle va shifter vers la droite, c'est-à-dire on va avoir un abaissement des valeurs du T1. Ça a une corrélation significative avec la densité du parenchyme pulmonaire. On peut faire de l'IRM avec inhalation de différentes concentrations d'O2. Donc on va donner aux patients par exemple une FiO2 à 100% avec un fort débit, 15 litres par minute. Et puis voilà ce qu'on peut voir. Donc un parenchyme normal va avoir un certain signal, mais quand il est emphysémateux, il n'y a pas de diffusion de l'O2 et donc on va avoir un abaissement de la courbe. On peut faire de l'IRM de perfusion en injectant du produit de contraste en suivant sa progression dans le parenchyme pulmonaire et on va voir qu'au cours de la BPCO, il y a une hypoxie locale, une vasoconstriction réflexe et donc une hypoperfusion. Donc on va avoir une apparition de zones d'hypoperfusion qui vont de plus en plus être plus importantes avec le stade Gold. Mais il faut savoir que ces anomalies perfusionnelles peuvent précéder les anomalies ventilatoires. L'IRM avec inhalation de gaz hyperpolarisé, c'est dans les centres de recherche l'hélium ou bien le xénon 129 qui vont permettre de faire à la fois la cartographie ventilatoire et la cartographie perfusionnelle du parenchyme pulmonaire. L'IRM permet également d'étudier le retentissement circulatoire circulatoire pulmonaire de la BPCO en étudiant différents paramètres de rigidité de la paroi du train de l'artère pulmonaire et il y a plusieurs paramètres qui ont été mis en évidence, qui ont été particulièrement corrélés à la survenue de MACE. L'IRM permet également d'étudier les cavités droites, de quantifier l'augmentation de la masse du VD et de montrer la baisse de la fraction d'éjection du ventricule droit qui est un facteur prédictif d'échec de traitement et de mortalité. Alors, sur cette plaque, vous avez un tableau récapitulatif publié très récemment dans l'ERJ qui permet de résumer les apports du scanner et de l'IRM en matière de diagnostic de la BPCO. L'échographie, alors vraiment, il n'y a pas une grande place à part l'évaluation du diaphragme et de la fonction diaphragmatique. Ça permet également d'évaluer les muscles périphériques pour mettre en évidence la sarcopénie. On a fait un travail dans ce sens avec le pavillon 4. Une petite élastographie qui commence à pointer son nez pour mesurer la rigidité des tissus en appliquant une onde de cisaillement, mais ce n'est pas encore d'application courante. L'IBUS, alors l'IBUS et l'OCT, Dr Bensaad en a parlé, qui va en permettre de mettre en évidence le remodelage de la paroi bronchique, que ce soit les grosses voies aériennes ou les petites voies aériennes. Alors le PET scanner, pas encore en pratique courante pour quantifier l'inflammation qui reste encore possible. Alors, en conclusion, il y a beaucoup de progrès techniques dans l'imagerie pulmonaire avec le progrès aussi bien sur le plan technologique, scanographique proprement dit, que sur le plan de développement des logiciels et particulièrement des logiciels qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Le scanner apparaît comme l'examen de choix, c'est le all-in-one qui permet de comprendre les anomalies structurelles qui touchent le poumon au cours de la BPCO et d'aller jusqu'à la surveillance post-thérapeutique. C'est un examen, en fait, on va l'utiliser dès le diagnostic, mais quand même, il faut savoir adapter les demandes d'exploration radiologique aux moyens thérapeutiques qui sont disponibles. Voilà, j'arrive à la fin. Merci pour votre attention. Merci, Dr Neji, pour ces deux excellentes conférences. Donc, la parole est à la salle pour les questions. On va commencer par la première conférence du professeur Bensaad. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, professeur, pour cette excellente présentation qui est à la fois très riche, mais du coup très perturbante. Très perturbant dans la mesure où finalement au cours des années on a vu légèrement évoluer les définitions et les concepts pour in fine rester plus ou moins au même point, avec des choses qui sont en train de se développer comme vous l'avez très bien cité, les biomarqueurs, chercher les différentes étiologies et également l'imagerie. Mais nous en tant que cliniciens, réellement ma question, vous en tant que clinicien et d'après vos lectures, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a, c'est bien beau les biomarqueurs, mais on ne pourra pas les réaliser, je ne sais pas quand est-ce qu'on
on aura ces biomarqueurs. Est-ce qu'il a été retrouvé des facteurs de risque bien définis ou plus ou moins bien définis qui va faire que ce patient en early COPD, en pré-BPCO, va développer par la suite la BPCO ou pas? Nous, en tant que cliniciens, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces définitions en pratique? Donc voilà la question. Donc elle était un peu, il y avait le versant hétérogène des différents travaux que je viens de citer. En fait, il y avait ces différentes définitions qui se succédaient au fil des années. Il y avait une vingtaine d'années pour pouvoir aboutir à une définition bien établie vis-à-vis de la BPCO précoce, une très grande hétérogénéité dans les travaux qui ont été publiés. Donc chacun présentait sa définition jusqu'à ce qu'il y ait eu le GOLD 2022 qui a établi ces différentes définitions. Et il y avait la confusion entre BPCO jeune, inférieur à 50 ans, la BPCO précoce avec les modifications biologiques qui est actuellement retenue, et la pré-BPCO, là on commence à avoir les symptômes respiratoires, les anomalies structurales, telles que ça a été bien cité sur les lésions scanographiques qu'on peut observer, et puis les anomalies fonctionnelles respiratoires qui commencent à apparaître. La question pour la BPCO précoce, c'est encore plus délicat, parce que là on parle du début d'un process avec des modifications biologiques. C'est un peu difficile de détecter ce groupe de patients dans la vie pratique courante, mais ce qu'on peut faire en réalité, c'est détecter les pré-BPCO et les sujets pris à condition qu'on ait une spirométrie. Donc, plus de champs d'action pour la pré-BPCO, c'est encore plus limité côté BPCO précoce, côté recherche, et il y a beaucoup de pistes à développer. Et on a vu même que jusqu'à récemment, en 2024, on est en train d'insister, que ce soit Commission Lancet ou autre, sur ces nouvelles définitions pour pouvoir en tirer des conclusions en futur. Donc, côté pratique, c'est un peu délicat pour la BPCO précoce. Merci Ahmed pour cette belle communication. Moi, je pense que le GOLD marche sur la tête comme d'habitude et qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils disent. Parce que je comprends qu'on ait une pré-BPCO. Le risque, il est de 23% pour aller vers la BPCO. Ouais. Je comprends qu'on ait un prisme, un risque de 41% avec possibilité de retrouver aussi une fonction. Mais quand on dit early COPD, c'est-à-dire BPCO tôt, ça veut dire que la BPCO est déjà là. C'est un processus qui, sur tes courbes de 6 trajectoires, c'est la 6e trajectoire. C'est-à-dire ce sont des gens à déclin très rapide. D'ailleurs, en 2022, Ramirez avait donné cette définition. On est monté contre lui, on a dit non, c'est la BPCO du jeune. Ça veut dire quoi une BPCO du jeune? Si on est en BPCO précoce, c'est-à-dire qu'il y a déjà la BPCO, il y a déjà des signes. Et la BPCO se définit anatomologiquement par la bronchiolite constrictive. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de BPCO. Donc comment voulez-vous faire des définitions, comme a dit notre ami Sarraj, comment voulez-vous nous embrouiller la tête avec des choses qui, cliniquement, n'ont pas de sens? Donc, je pense qu'il faut rester dans l'idée de la BPCO. Ce sont des personnes qui, dans notre fameux cycle, avec que tu montres le diagramme, ce sont des gens qui démarrent très tôt leur BPCO et qui ont un déclin très rapide. C'est ça, la BPCO précoce. Ça ne veut pas dire une précocité dans le dépistage. C'est une précocité dans le déclin rapide du VMS. Et je pense que c'est cette idée-là qu'il faut garder et non pas garder l'idée de dire ce sont des gens qui ont des modifications biologiques. Quelle biologie on a modifiée dans la BPCO? C'est la grande question qu'on pose. La BPCO, c'est une maladie d'air très complexe. Elle commence par l'obstruction, elle termine par la restriction. Tu sais qu'on perd plus de VMS quand on est au départ qu'à la fin, on n'en perd plus. On a des phénomènes restrictifs. Donc, il faut arrêter de rendre coranique ce qui n'est pas coranique, c'est-à-dire le GOLD. Et tu peux dire avec Fatma, on a mis un temps fou à faire ce travail de définition. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout pertinent d'aller à cette définition de BPCO précoce et garder dans la tête que ce sont des gens qui ont précocement des déclins rapides et qu'il faut bien sûr, c'est des moins de 50 ans, qu'il faut bien sûr dépister. Voilà ce que j'avais te dit. Est-ce que je peux parler? C'est en fin de compte pour aller dans le même sens. En fait, la BPCO, c'est essentiellement une maladie des petites voies aériennes. C'est une obstruction au niveau des petites voies aériennes. Alors aujourd'hui, pour faire le diagnostic, il faut avoir une diminution du rapport VMS sur la CD.
on ne tient pas compte de l'atteinte. C'est un moyen qui n'est pas bon pour faire le diagnostic de l'atteinte des petites voies aériennes. D'accord? Alors après, une fois on a fait, en fin de compte, on a cette diminution, on va essayer de le traiter. Et une fois on va le traiter, on ne tiendra plus compte de la spirométrie. À ce moment-là, on tient compte essentiellement des symptômes et des exacerbations. Donc, en fin de compte, dans notre prise en charge, c'est un peu dans le même sens que les cas de Sali, on est très loin de la réalité, parce qu'on est loin des lésions anatomiques qui restent quand même l'élément le plus important. Et après, on va être content lorsqu'on va vous dire tel traitement qui va utiliser tel appareil, il est bon parce qu'il arrive jusqu'au niveau des petites voies aériennes. Oui, mais nous, finalement, on n'a pas bien tenu compte de ça. Ça c'est le premier point. Après, on dit que la définition inférieure à 70%. Est-ce que 71%, le malade, est-ce qu'il est malade? Il est malade. Et s'il a en fin de compte à peu près un chiffre à 71-72%, alors qu'il n'a que par exemple 50 ans, ça n'a pas la même signification que s'il avait par exemple 75 ans. Donc en fin de compte, ce seuil, il est très mauvais. Il est très mauvais parce que on se trompe. Il y a un grand nombre en fin de compte, de cas où on peut se tromper. Une toute dernière chose. Alors, si vous avez un patient qui a un VMS par exemple à 90%, vous dites il est normal. Oui, mais vous n'avez aucune idée. Il y a 10 ans, il était peut-être à 110%. Parce que finalement, c'est une courbe de gosse. Donc, autrement dit, il est important qu'on ait de l'historique sur la fonction respiratoire, et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'auteurs, ce qu'ils ont préconisé, c'est de proposer de faire une spirométrie dans le cadre de la médecine scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeunes, on peut leur demander à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, une spirométrie de base qui va finalement, elle va servir pour voir un peu l'évolution et justement le fameux déclin. Est-ce que le déclin, est-ce qu'il est important ou non? Merci. Professeur Charfi, concernant le point qu'on est encore très loin de ce concept de BPCO précoce, le fait de penser à des modifications biologiques qui s'installent précocement, ça c'est très difficile à détecter. Une fois on se rapproche de ce cutoff, de seuil de 0,7, une fois on a des anomalies structurelles au scanner, ou bien des manifestations respiratoires, là, on pourrait penser au diagnostic. L'autre point que j'ai signalé à la fin, avant la conclusion, c'est que pour dire qu'on est encore très loin, on a jusqu'à 80% des patients BPCO qui ne sont pas diagnostiqués. D'abord, il faudra s'occuper de cette population-là, de faire, c'est pas de screening, mais de détecter les cas, potentiellement avoir une idée sur la fonction respiratoire précocement, mais je pense qu'on ne peut pas le réaliser sur une population entière. Donc ça, mais on a vu les apports des grandes cohortes et des big data. Ça, les conclusions qu'on est en train de tirer, c'est de ces cohortes de Framingham, des grandes séries qui incluent plus que 40-50 000 patients donc, à large échelle. Donc ça reste encore à discuter, oui. S'il vous plaît, des questions courtes pour laisser le temps aux autres orateurs. Oui, ici, Luzir ou pas Juste par rapport à ce qu'on va retenir et finalement ce qui va rester sur le plan pratique, c'est cette histoire de trajectoire. Et à mon avis, ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il est important de faire, c'est ce qu'a dit Riva, de chez les enfants à l'âge adulte, d'avoir une spirométrie pour se situer dans quelle trajectoire. Et si on est sur une trajectoire où il y a eu une perte, enfin le VMS est abaissé, ça va être des sujets à haut risque de BPCO. Et ce sont ces sujets-là qui, quand ils fument, feront ou quand ils sont exposés, notamment à la pollution, etc., développent la BPCO. Donc, le côté pratique, c'est situer sur quelle trajectoire on est et c'est très, très important si on peut généraliser ou pousser à avoir des explorations fonctionnelles respiratoires à un stade jeune de la vie. Sonia.
trajectoire, donc professeur Louzir, pour dire qu'on a vu qu'il y a de multitudes de courbes. Donc on a commencé avec le travail de New England avec 2 courbes initialement. Ceux qui avaient un déclin, une fonction respiratoire normale durant l'enfance et un déclin accéléré, et ceux qui avaient à la base une fonction respiratoire limite. Donc l'idée d'avoir une idée sur la fonction respiratoire chez les enfants, chez les adolescents, donc là, ça peut être un peu erroné du fait qu'on peut avoir une croissance normale et un déclin accéléré. Dans l'autre sens, le fait de partir d'un VMS qui est bas d'emblée, là, on peut situer ce patient-là dès le jeune âge sur une trajectoire. Et lorsque j'ai parlé de trajectoire, dans la littérature, on trouve une multitude de trajectoires. Il y a même des figures avec une dizaine de trajectoires et à chaque fois, il y avait un moment donné où on commençait à avoir ce déclin. Donc, c'est un peu difficile à cerner côté courbe et trajectoire. Donc, il y a une multitude selon les facteurs de risque, selon l'instant T auquel on aura un facteur de risque qui va intervenir et on a vu que ça intervient même en prénatal. Et pour certains, c'est à l'âge adulte. Donc, c'est très complexe comme... Non, juste Ahmed, Ahmed, c'est juste un petit mot pour reprendre le problème des trajectoires. Il y a un seul risque. L'étude que tu as présentée, les 3 études qui ont fait le COPD gene, ils ont commencé à 7 ans à le faire. Ils sont partis jusqu'à... Le seul problème qui se pose, c'est que vous avez une trajectoire qui s'appelle la trajectoire de rattrapage. Et cette trajectoire-là, ce sont des gens qui sont bas et qui, à l'âge adulte, deviennent à un niveau normal. C'est l'erreur qu'on peut faire. Mais sur les 5 autres, il n'y a pas d'erreur. Ils sont déjà définis à l'avance sur le plan évolutif. Oui. Merci Ahmed pour ta belle présentation. En fait, là, je reviens à toutes les définitions que tu as données de ces états qui précèdent la BPCO installée. Moi, je pose la question par rapport à l'intérêt déjà à déterminer toutes ces étapes-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impact thérapeutique derrière? Est-ce qu'il y a des études, notamment pour le BPCO? Est-ce que des études qui ont essayé de proposer un traitement à ce stade-là? Moi, je sais qu'au moins, il y a un intérêt pour sensibiliser les malades pour arrêter de fumer, ça c'est certain. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un impact thérapeutique derrière ça? Et je profite pour poser la deuxième question, et pour notre consoeur médecin de travail. Donc, tu as parlé de l'imputabilité par présomption pour les BPCO fumeurs et qui sont exposés à d'autres substances incriminées dans la genèse de la BPCO. Est-ce que, en matière de cancer, on sait que le fumeur exposé à un facteur de risque, il a plus de risques de faire le cancer du poumon par rapport à une autre personne exposée mais non fumeuse? Donc, est-ce que c'est le même cas pour la BPCO? Dans quel cas, vraiment, il faut, ici, au niveau du médecine de travail, travailler pour sensibiliser ces personnes et peut-être dans l'indemnisation en elle-même, tenir compte de cette exposition personnelle du patient qui est fumeuse. C'est une réflexion à laquelle je pense souvent. Voilà, merci. Donc, merci, professeur March, pour la question. Donc, sur le plan piste thérapeutique, donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'essais randomisés contrôlés sur l'appelé BPCO précoce. Ce qui a été étudié, c'est essentiellement des patients qui devenaient symptomatiques, bronchitiques chroniques, avec une spirométrie limite normale où on se rapproche du seuil de 0,7. Donc là, on a vu un des travaux intéressants où il y avait l'association LABA-LAMA dans cette population-là. Mais la question qui se posait, quels paramètres étudier? Ce qui a été étudié chez ce patient-là, c'était les symptômes, la qualité de vie, donc il n'y avait pas un impact sur ces paramètres-là. Peut-être qu'ils auraient pu étudier un peu la fonction respiratoire et voir s'il y avait un certain redressement de cette pente de déclin. Donc là, il n'y a pas encore de travaux dans ce sens. Et on est encore loin de la BPCO précoce avec ces modifications biologiques. Donc plutôt le groupe de patients pré-BPCO qui commencent à manifester quelques symptômes. Donc, mais c'est très limité. Ce qui est proposé dans la littérature, c'est plutôt agir sur les trajectoires, sur les facteurs de risque dès l'enfance, avec le tabagisme, la pollution, certaines expositions, le traitement des infections respiratoires durant l'enfance qui peuvent être impliquées dans un déclin accéléré de la fonction respiratoire et tout ça. Donc là où on peut agir, il faudra agir. Deuxième présentation. Merci pour votre question. Donc, il y a
deux éléments dans cette question pertinente. Le premier élément, c'est la présomption légale d'origine. C'est un terme légal. C'est un cadeau pour le salarié tunisien qui est dans une relation vulnérable assez fragile entre l'employeur et l'employé. Donc cet employeur peut cacher le process, la matière, le produit, les vapeurs auxquelles le patient il est exposé. Donc ce patient se présente avec le certificat médical initial rédigé par son médecin traitant et n'a pas à faire la preuve qu'il est exposé à cette vapeur, à ces poussières ou ces gaz. Ça, c'est très important pour le salarié tunisien pour qu'il bénéficie de la réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle. La deuxième, c'est sanctionner ce salarié pour ses habitudes. Et là, le système d'assurance tunisien, assurance maladie, je parle, et même assurance AT-MP, ne sanctionne pas le salarié et même le Tunisien pour ses habitudes de nourriture, de consommation de tabac, d'alcool, au contraire d'autres systèmes d'assurance internationaux qui visent une politique de prévention. Ils sont en train de plus en plus d'encourager leurs citoyens d'avoir des habitudes de vie saines afin de prévenir l'apparition de maladies cancéreuses ou d'autres maladies chroniques handicapantes. Merci pour votre question. Donc, je profite pour vous poser une question et une remarque. Avec plaisir. Donc, le vrai problème des pathologies professionnelles respiratoires au Maroc, c'est surtout le problème de reconnaissance. Je vais vous parler des problèmes du nord du Maroc. On a déménagé des usines de décortiquage des crevettes, du traitement de conchasse et du traitement d'automne. On a des épidémies de pneumopathie, d'hypersensibilité, des bronchopneumopathies chroniques obstructives et de l'asthme sévère. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup du mal à faire reconnaître ces maladies en tant que maladies professionnelles. Et on est obligé de tricher et de déclarer ces malades comme des invalidités parce que le parcours est très long. Et ma question, est-ce qu'il ne faut pas partager les expériences du Maghreb? Parce qu'on a les mêmes problèmes. Parce que ces usines n'existent plus en Europe, parce qu'ils ont posé beaucoup de problèmes. Et nous, chacun dans son petit coin, travaille et c'est le malade qui paye malheureusement. Exactement. Merci pour cette invitation maghrébine. Donc, la question reconnaissance, c'est une question médico-légale, c'est des comités et des commissions. Les pays maghrébins ont choisi d'avoir le système de liste et c'est un système très rigide. Si la maladie n'existe pas, le patient ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle, mais de plus en plus, on voit de systèmes ouverts dans les pays européens, l'Italie, France, Danemark, l'Espagne. Donc, ils ont d'autres commissions qui peuvent traiter les dossiers des patients où leur maladie n'apparaissent pas sur le tableau. Donc, on parle d'un système ouvert ou semi-ouvert, qui permet, même pas pour les pathologies respiratoires, on parle aussi de pathologies psychiatriques. Donc il y a actuellement des comités et même des commissions nationales en France qui étudient les dossiers des salariés qui présentent des certificats médicaux initiaux pour dépression liée à l'activité professionnelle. Donc c'est un travail de politique d'État. Il faut changer. Tant que le monde du travail a changé, tant que les relations salariés, employeurs-employés, ils ont changé, donc il faut vraiment changer ce système de reconnaissance qui est de plus en plus rigide et qui fait une discrimination. Il est dans le racisme contre certains patients qui ont des pathologies réellement sur le plan evidence-based medicine, sur le plan recherche bibliographique et tout ce qui est données et data. Ils ont le droit d'avoir cette pathologie professionnelle et d'avoir la reconnaissance de cette pathologie professionnelle parce que le milieu de travail les a exposés à un risque qui peut induire cette pathologie professionnelle. Pour votre invitation à collaborer, je peux profiter après la permission du comité d'organisation. La Société tunisienne de médecine de travail, dont je suis le secrétaire général adjoint, organise son 11e congrès, le 13-14 décembre 2024 et vous êtes cordialement invités si vous voulez participer. Merci. S'il vous plaît, question courte, réponse courte. Merci pour tous les orateurs pour ces belles présentations et ma question s'adresse à Dr Nedji. Donc c'est vrai que en matière d'emphysème, l'imagerie, en particulier le scanner, est très utile pour l'analyse, pour guider la prise en charge thérapeutique. En attendant justement de mettre en place un traitement endoscopique peut-être un jour, est-ce que les logiciels dont on dispose actuellement peuvent nous donner une idée sur la complétude de la scissure ou bien est-ce qu'on a besoin de nouveaux logiciels à acquérir pour pouvoir répondre à ces questions? Parce que je pense que dans une première étape, ça sera
très utile d'analyser systématiquement les scissures de nos patients pour voir au moins quelle population, le nombre de patients qui seraient candidats à un traitement endoscopique. Alors les logiciels dont on dispose actuellement ne permettent pas de quantifier la contiguïté, l'intégrité de la scissure. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est une analyse visuelle. Et cette analyse visuelle subjective, alors quand vous voyez que la scissure elle est discontinue, interrompue, qu'elle n'est pas là, voire même elle est absente, ça c'est simple. Mais quand on veut aller quand on a des doutes ou quand on veut aller faire des études qui sont très précises et il faut aller au rapport de 80%, etc. Justement, ça on doit utiliser le logiciel de quantification. Alors sur actuellement notre machine actuelle, non. Par contre, on espère qu'on va avoir les logiciels sur notre nouvelle machine. On n'est pas encore sûr. On attendra peut-être la réponse dans un mois pour savoir ce que l'on va avoir comme outil IA pour la quantification pulmonaire sur notre nouvelle machine. S'il y a ces outils, on va vous en informer certainement. Ça sera super. Merci. Okay. On a presque terminé. J'aurais juste une petite question, une toute petite question avec une réponse courte, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, ma question, actuellement, il y a une tendance en matière de dépistage du cancer bronchique du scanner à faible dose. Grâce au score de classification des coronaires, on a dépisté pas mal de maladies coronariennes. Est-ce que c'est possible, grâce à la reconstitution et tout, de dépister des anomalies précoces des voies aériennes, voire des alvéoles, éventuellement dépister des formes précoces de la BPCO? Oui, il est possible de dépister ces atteintes-là. Et puis déjà, les premières études sur la BPCO et l'emphysème étudié qui figurent sur les scanners de dépistage sont sortis, en fait sur le scanner low-dose, sont sortis des études de dépistage du cancer bronchopulmonaire, notamment l'étude ILCAP. Il y a une grande série qui a porté sur 50 000 patients et sur lesquels on a essayé de voir est-ce qu'il y a de l'emphysème sur ces scanners low-dose, et on a démontré que un quart des patients ont de l'emphysème sur ces scanners-là, et que la moitié d'entre eux sont déjà BPCO, mais qui ne sont pas connus BPCO. Et donc ça a permis de récupérer ces patients. Alors quand on veut faire de la quantification, le seuil qui est fixé à moins de 950 unités Hounsfield pour pouvoir faire de la quantification, il va être shifté à moins de 940 unités Hounsfield quand on fait du scanner low-dose. Alors, notre petite expérience, on a une étude pilote en cours dans notre hôpital sur le dépistage du cancer bronchopulmonaire, et dont le compte-rendu des patients qui vont avoir ce dépistage, il y a, oui ou non, la présence d'emphysème, il y a le score calcique coronaire, il y a plusieurs autres items qui figurent sur ce compte-rendu. Un grand merci pour les conférenciers, ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, et donc on laisse la parole à